moi, je m'appelle Flavie Leblanc, puis je suis étudiante à l'Université de Montréal, en bac en biologie, donc dans l'orientation biodiversité, écologie, évolution. Donc là, je vais vous présenter le PowerPoint, je vais vous faire un partage d'écran. Pour les insectes. Oui, pour les insectes. Partager. Donc là, vous voyez bien mon PowerPoint? Oui. OK, c'est bon. Donc, c'est la première séance du cours d'entomologie jeunesse. Donc, je ne sais pas si vos parents vous en ont parlé, mais le but de cette formation, de ce cours-là, c'est de vous former pour que vous soyez capable d'identifier les insectes que vous allez capturer dans vos sorties d'échantillonnage dans le cadre du projet Cap sur les insectes. Donc, on va vraiment orienter le cours sur la biodiversité des insectes. Donc, on va vous présenter, je vais vous présenter les différents ordres. Donc, par exemple, il y a les abeilles, les libellules, les papillons. Donc, ça, c'est les différents essaims que vous voyez ici. Est-ce que vous voyez mon curseur? Oui. Donc, après les cours, vous allez pouvoir choisir un groupe qu'on appelle essaim, ici dans le cadre du projet. Puis, c'est un groupe d'insectes sur lequel vous allez vous concentrer pour vos sorties d'échantillonnage. Donc, il y a les abeilles, les libellules, les papillons. Il y a les orthoptères, les coccinelles, les lucioles, les araignées et l'essaim général. Donc, si vous aimez vraiment beaucoup les fourmis, puisqu'il n'y a pas déjà de groupe sur les fourmis, il y a l'essaim général qui peut vous convenir. Donc, il faut garder en tête que quand je vais présenter les différents ordres d'insectes tout au long du cours, il ne faut pas oublier que les essaims, à la fin du cours, vous allez devoir choisir dans lequel vous voulez vous inscrire. Donc, gardez bien ça en tête pendant les cours. Moi, de choisir le général. Tu vas choisir le général pour les fourmis? J'aimerais, moi, je donner déjà des informations. Beaucoup trop. Trop d'informations? De trop d'informations sur les fourmis, mais pas le général. OK. Bon, là, je vais commencer par le plan de cours. Donc, c'est assez simple. Là, la séance 1, je vais parler de l'étymologie. Donc, d'où vient, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, l'origine du mot insecte et entomologie. Je vais parler des arthropodes, faire une petite introduction à qu'est-ce qu'est un arthropode, qu'est-ce qu'est un insecte. Et ensuite, les trois premiers ordres que je vais passer, ça va être les araignées, les archéognates et les éphémères. Ceux qui sont soulignés ici dans le plan de cours, c'est ceux qui ont un essaim. Je vais commencer par un petit peu de classification. Donc, est-ce que vous êtes déjà au courant? Donc, dites-le moi, là, ça se peut qu'il y a des choses que je dise que vous ne savez pas ou que vous savez déjà. Si c'est des choses que vous savez déjà, vous pouvez me le dire, levez la main ou juste parler, puis je peux passer un petit peu plus vite. Donc, c'est la première fois que je donne un cours. Donc, si vous trouvez justement que je passe trop vite sur un sujet ou que j'explique quelque chose que ce n'est pas assez clair, n'hésitez pas à me le dire. Donc, la classification. Dans le fond, dans tout le monde du vivant, les organismes vivants, les animaux, les insectes, les poissons, tout ça, ils ont été classés en fonction de leur apparence physique, donc de leurs critères morphologiques. Donc, c'est quoi leur forme, à quoi ils ressemblent. Donc, on peut voir tous ces étages-là, un peu, c'est comme une pyramide. Au début, on va commencer avec le règne animal. Nous aussi, on en fait partie. Donc, nous, les humains, on fait partie du règne animal. Notre embranchement, ça ne sera pas le même que les arthropodes. Notre classe, ça va être les primates. Donc, ça, c'est une branche à part. Là, on va seulement se concentrer sur la branche des arthropodes et plus spécifiquement des insectes. Donc, tous les ordres ici que vous voyez, ce que j'encercle avec mon curseur, c'est tout ce qu'on va couvrir dans le cadre du cours. Donc, ça, c'est tous les différents ordres d'insectes. Donc, c'est tout plein d'insectes qui se ressemblent beaucoup morphologiquement, puis qui vont être classés dans la même catégorie, dans le fond. Ici, pour l'étymologie, c'est assez simple. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire le mot insecte. Donc, ce mot-là, il vient du latin et ça signifie en pièces ou en section. Et ça va être un peu la même chose pour le mot entomologie. Entomologie, en fait, c'est l'étude des insectes. Donc, est-ce que vous connaissez le mot mammalogie, herpétologie, ornithologie? Non. Donc, tous ces mots-là, ça veut dire l'étude de. Donc, vous savez, c'est quoi les mammifères? Nous, on est des mammifères. Puis, ologie, ça signifie l'étude de. Donc, quand je dis mammalogie, c'est l'étude des mammifères. Donc, c'est pour ça ici que entomologie, entome pour en pièces, et ologie, entomologie ensemble, ça veut dire l'étude des insectes. Tout ça, c'est clair pour vous? C'est bon. On va continuer. Ici, qu'est-ce qu'un insecte?
Vous m'aviez déjà dit que vous aviez, en tout cas les filles, vous aviez fait vous étiez dans le groupe des insectes, donc vous connaissez sûrement déjà toutes ces informations-là, mais je vais quand même parcourir, je vais faire un petit survol rapide, là, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Donc, les arthropodes vont regrouper plusieurs groupes, donc les myriapodes, on peut les voir ici. Les Parce que dans ma maison, il y en a souvent des astropodes. Des sortes d'insectes astropodes, souvent dans ma maison. Dans la maison, ça se peut, il y a plusieurs insectes qu'on trouve dans nos Oui, maisons. c'est souvent. Sinon, les crustacés. Ici, j'ai mis un cloporte parce que souvent, les crustacés, on va les associer aux mares, aux crabes, alors qu'il y a un crustacé qui est terrestre et c'est celui-ci ici. Donc, le petit cloporte, là, on en a plusieurs dans nos sols, dans le bois, un peu partout là où c'est sombre et humide et froid. Donc, les cloportes, c'est des petits crustacés. Sinon, il y a les chélicérates, on les connaît bien, donc les araignées, les acariens, les scorpions et les tiques. Et sinon, les insectes ici qu'on va couvrir tout au long du cours. Ensuite, les caractéristiques communes. Les arthropodes vont tous avoir certains critères en commun. Donc, premièrement, ils vont avoir un exosquelette. Donc, nous, notre squelette, il va être interne. On a une colonne vertébrale, on a des os. Tout ça, c'est à l'intérieur de notre corps, on ne les voit pas. Les insectes, ça va être l'inverse. Eux, ils vont avoir un squelette externe. Donc, c'est comme s'ils portaient une armure, comme un soldat. Ils vont avoir une armure par-dessus leur corps, mais ils n'auront pas de colonne vertébrale à l'intérieur. Donc, eux, c'est vraiment ça qui va leur donner leur structure et leur solidité. Cet exosquelette-là, il est composé de chitine. Et ça fait que pour grandir, puisqu'ils sont emprisonnés dans leur armure, c'est un peu comme vous ou comme nous. Quand on grandit, quand on est jeune, on a des vêtements qui nous font. Puis une fois qu'on grandit, nos vêtements ne nous font plus, on n'a pas le choix de les changer, d'en acheter des nouveaux qui sont plus grands. C'est le même principe avec les arthropodes. Ils vont devoir muer, donc se départir de leur vieille peau qui est rendue trop serrée pour eux et ensuite en mettre une nouvelle qui est plus grande. En fait, ils ne vont pas vraiment en mettre, mais c'est eux-mêmes avec leur peau qui vont la produire. Et ensuite, au fil des heures, ils vont durcir, reprendre leur couleur et là, c'est comme s'il y avait une armure toute neuve. Sinon, ils vont avoir des pattes articulées. Donc, ici, au milieu, vous voyez bien les pieds. Est-ce que vous reconnaissez c'est quoi, la photo du milieu? C'est les pattes d'une chenille. Donc, souvent, les chenilles, au début, on voit, ils ont des petites pattes. Au début, ils ont 3 paires de pattes en haut, mais tout le reste du pied, vers la partie plus postérieure de l'animal, ils vont avoir des petites ventouses comme ça qui vont leur permettre de bien s'accrocher. Donc, ça, on les appelle les pseudopodes. Puis des pseudopodes, justement, ça le dit, pseudo et pod pied, c'est pas des vraies pattes. Alors, les insectes, on peut voir, j'ai mis une photo du criquet ici justement pour bien montrer qu'il y a des pattes articulées. Donc, on voit, c'est un peu comme nous. Nous, nos articulations, ça va être notre épaule, notre coude, notre poignet. Donc, tout ça, c'est ce qui nous permet de bouger, d'être plus agile et d'avoir une plus grande mobilité. Et c'est ça que les insectes ont. Donc, on peut voir, ils ont plein de petites articulations ici. C'est comme s'il y avait un genou, une cheville ici. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a. Sinon, le corps va être habituellement divisé en 3 segments. Donc, la tête, ici, j'ai montré une fourmi. Justement, on en parlait tantôt. Donc, ici, il y a la tête de la fourmi, le thorax et l'abdomen. Donc, ça, c'est les 3 parties. Tous les insectes vont être séparés en 3 parties. Des fois, ça va être un peu moins visible, ça va être moins évident que sur la fourmi ici, mais tous les insectes, de manière générale, ont 3 segments. Et pour terminer, ça va être un système circulatoire ouvert. Donc, les insectes, ce qu'ils vont avoir, dans le fond, nous, on a un système circulatoire précis. On a des veines, on les voit à travers notre peau. Donc, notre sang va circuler dans des petits tuyaux bien précis et ils ne vont pas se mélanger avec le reste de notre corps. Sinon, ça ne marcherait pas. Alors que les insectes, leur sang, on l'appelle hémolymphe. Donc, il va être mélangé avec tout le reste de leur liquide qui soutient tous les organes dans leur corps. Donc, ça va être un système ouvert. Nous, notre système, il est fermé. Pour continuer, caractéristiques propres aux insectes. Donc, le corps va être divisé en 3 tailles, mais ça, c'est ce que j'avais dit tantôt, tête, thorax, abdomen. Les insectes vont avoir 3 paires de pattes. Donc, on peut voir ici avec les fourmis, 1, 2, 3. 3 paires de pattes. Et ils vont avoir 2 paires d'ailes. Mais, comme je l'ai dit tantôt, il y a toujours des exceptions dans le monde du vivant. Donc, ici, par exemple, il y a des psoques. Donc, ça, c'est comme les poux de livres qui vont manger la petite colle sur les livres. Donc, ça, c'est des insectes
c'est des immatures, donc ils ne vont pas avoir d'ailes. Ici, une larve de trichoptère, donc les larves des insectes, c'est un peu comme le bébé des insectes. C'est le stade qui va naître dès la naissance, puis après, on va avoir l'adulte qui va avoir une forme différente. Un peu comme le papillon. Le papillon, ça, c'est le stade adulte. Puis la larve, c'est la chenille, qui, elle, n'a pas d'ailes, mais ça reste un insecte parce que c'est le bébé du papillon. Donc, on va passer à la prochaine diapo. J'ai une petite question pour vous. Ça se peut que vous ne soyez pas capable d'y répondre, c'est vraiment pas grave, mais je vais vous laisser quelques secondes pour y répondre. Donc, avez-vous une idée de quels insectes n'ont pas deux paires d'ailes au stade adulte? Dans ceux, en fait, pas dans ceux que j'ai énumérés là. Un insecte au stade adulte, il y a juste une paire d'ailes. Oui, Alexandre? Les mouches? Oui, bonne réponse, c'est les mouches. Donc, prochaine diapo, ici. Donc, les mouches, ça, c'est deux mouches différentes. Donc, ça, c'est la mouche domestique qu'on voit tout le temps, qui est super commune. Donc, cette mouche-là, ici, on peut voir ce que j'ai encerclé en blanc. C'est ce qu'on appelle des haltères ou des balanciers. Donc, ça, c'est à travers l'évolution. Sur plusieurs millions d'années, les animaux ont évolué pour développer différentes structures et les mouches, ce qu'ils ont perdu, c'est la deuxième paire d'ailes. Ce qu'on voit ici, les balanciers, c'est une seconde paire d'ailes qui est rendue vestigiale. Donc, c'est comme une relique. La deuxième paire d'ailes, au fur de l'évolution, elle a juste rapetissé de plus en plus jusqu'à devenir ce petit bout-là qu'on voit qui sert, on suppose que ça sert à aider les mouches à garder leur équilibre pendant qu'ils volent. C'est pour ça qu'on les appelle aussi des balanciers. Ici, on va faire un petit segment sur la morphologie. Là, soyez pas intimidés par tous ces noms-là. Vous n'avez rien à apprendre par cœur, il n'y a pas d'examen, donc vous avez juste à voir et apprécier le dessin ici pour voir que les insectes sont assez complexes. Comme on le disait tantôt dans l'étymologie, les insectes sont formés de plusieurs pièces, de plusieurs segments. Donc, on peut voir ici, ils sont assez complexes. Il y a les pattes bien articulées, pardon. Ils vont avoir les tarses, un tibia comme nous, un fémur. Ici, ils vont avoir des longues antennes, des yeux. Les insectes vont avoir des yeux composés. Donc, ça veut dire que nous, on a juste un œil qui est complet, il est simple. Il y a une pupille qui est seulement unique, alors que les insectes, leurs yeux, c'est comme si c'était une mosaïque. On va le voir dans le prochain cours avec les libellules. Mais les yeux sont comme composés de plein de petites facettes, plein de petits hexagones, comme si chacun d'eux était comme un œil. Ils sont regroupés comme une petite boule de plein de mini-yeux ensemble. Et sinon, on peut voir ici, c'est écrit ocelle. Donc, le petit point ici, oups, j'ai changé la diapo. Le petit point ici, c'est un œil simple. Donc, les insectes ont plusieurs yeux. Ils ont deux gros yeux composés et plusieurs petits yeux qui s'appellent des ocelles. Ils ont un cerveau, un cœur, des ailes, deux paires d'ailes. Ici, on voit la paire d'ailes antérieure, ici la postérieure. Ici, on voit les grandes pattes de sauteuse. Est-ce que vous reconnaissez l'insecte ici? Non. Oui, je connais cette sorte d'insecte. Ah, dis, c'est quoi? C'est quoi? Crotale. Un crotal? Oui. Un crotal, ici, c'est un grillon. Un triangle. C'est un grillon. Dans le fond, les grillons, là, il y en a des bruns, des noirs. On va les voir sauter un peu partout, puis on peut les entendre aussi souvent, même pendant le jour ou le soir, quand il commence à faire noir, les mâles, ils vont striduler. Donc, ils vont faire un bruit, je ne sais pas comment le reproduire, mais les grillons, on entend ça tout quand on fait du camping. Des fois, elle attrape des navires qui ressemblent ça. C'est comme des sauterelles. Oui, c'est un peu comme des sauterelles. C'est ça que je voulais dire, c'est que vous voyez leurs longues pattes ici. Ça, c'est des pattes de sauteuses. Donc, c'est des grosses pattes qui leur permettent justement de sauter super loin. Moi, j'en ai déjà vu quelques. Moi, je veux un brun. T'en as déjà fait un brun? Oui. OK, je vais passer à la prochaine diapo. Ici, donc ça, c'est différentes parties de la tête.
Dans le fond, vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ça. En fait, vous n'êtes vraiment pas obligé. C'est pas à apprendre, mais c'est juste pour vous expliquer que toutes les parties, le vertex, le clypeus, le labre, toutes les parties, les segments qui ont des couleurs différentes, tous les insectes ont ces segments-là, sauf que vous avez sûrement dû l'observer vous-même, mais les insectes n'ont pas tous la même forme de tête. Le point que je veux amener, c'est que même s'ils n'ont pas tous la même forme, la même apparence, ils vont tous avoir les mêmes sections. Ils vont tous avoir un palpe labial, un palpe maxillaire, un front, des yeux composés, mais ça ne va pas avoir la même forme ou la même apparence. Donc, c'est ça le point que je voulais vous montrer ici. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin avec toutes ces structures-là. Après, on est bientôt rendu aux autres. Maintenant, les cycles de développement. Donc, j'avais déjà parlé de l'exemple des papillons tantôt. Donc, il y a les chenilles, la chrysalide et ensuite le papillon. Donc, ça, c'est la métamorphose complète ou le cycle de développement holométabole. Donc, on va commencer par les œufs qui vont être pondus par l'adulte. Ensuite, de l'œuf va sortir une chenille qui va muer, et encore muer pour changer de stade de développement graduellement au cours de sa vie. Et ensuite, elle va passer par un stade qui va être immobile. Non seulement ce stade-là va être immobile, mais la chrysalide ne va pas se nourrir. L'insecte est pris dedans, il va se métamorphoser, puis c'est un stade où il ne va pas consommer quoi que ce soit. Ensuite, après ce stade-là, le stade immobile et qui ne mange pas, va émerger le papillon qui est le stade adulte. Donc, c'est le même principe. Il y a plusieurs insectes qui vont avoir une métamorphose complète et c'est justement les ordres d'insectes qui sont les plus diversifiés. Il va y avoir les mouches, les papillons, les guêpes, les abeilles et les papillons, mouches. Bon, il y en a un autre, je vais m'en rappeler plus tard. On va les présenter de toute manière tout au long des cours. Donc, ici, il y a la même chose, un cycle de métamorphose complète pour les ténébrions. Donc, ça, c'est des petits coléoptères. Puis, je me demandais, est-ce que vous avez déjà consommé des insectes? Est-ce que vous avez déjà mangé des insectes? Non, non, c'est trop dégueulasse. Alexandre? La farine de grillon. Oui, la farine de grillon, c'est ça. Souvent, les... Ah, Billy, oui, tu as quelque chose à dire? Connaître un sort d'insectes que aussi les humains manger le deuxième sort d'insectes. Après le papillon, cette sorte d'insecte, c'est quand il a transformé des ressembles des chenilles, on peut le manger. Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'insectes qu'on peut manger. Oui, il y a les grillons, il y a les ténébrions ici. Souvent, c'est les deux premiers insectes qu'on va faire goûter aux gens ici, mais un peu partout à travers le monde, il y a 2 milliards d'insectes, 2 milliards d'humains, pardon, qui vont consommer des insectes quotidiennement, régulièrement. Donc, Comme des scorpions. des scorpions, oui, dans d'autres pays, en Asie, en Afrique, il y a plusieurs personnes qui vont consommer différents arthropodes, même pas juste des insectes. Des scorpions, comme on l'a dit tantôt, ce n'est pas des insectes. Donc, c'est le même principe ici. Les ténébrions, il va avoir l'œuf, la larve qui va consommer, qui va manger, qui va muer, qui va finir par se transformer en nymphe. Ici, c'était juste pour vous montrer que les nymphes, le stade immobile et qui ne mangent pas, ils ne ressemblent pas tout le temps à une chrysalide ou à un cocon comme ça. Ça, c'est la chrysalide du monarque. Elle est facile à reconnaître. Elle est verte, c'est une couleur brillante, vibrante, flash. Mais ce n'est pas toutes les chrysalides qui ressemblent à ça. Il y en a des plus ternes, des brunes. Puis ici, c'est même pas une chrysalide, on va l'appeler la nymphe. C'est un peu comme l'adolescent de l'insecte. Donc ici, la nymphe, elle va avoir l'air un peu de ça. Elle va être blanche, elle va jaunir un petit peu. Et ensuite, de ça, il va se transformer l'adulte qui va apparaître graduellement comme ça. Dans les premières journées de sa mue, il va être plus pâle comme ça. Et dans les jours qui suivent, il va foncer, il va devenir plus foncé. Il va passer de jaune comme ça et noir finalement comme ça ici. Un autre type de métamorphose est le type de métamorphose incomplète. Donc, on appelle hémimétabole ou dans ce cas-ci porométabole pour les organismes qui vont tout le temps vivre dans le même milieu. Ici, est-ce que vous connaissez les punaises? Oui. Pas les punaises de lit, les punaises qui sont phytophages ou herbivores qui vont dans le fond sucer la sève des plantes. Donc ici, c'est une punaise, l'adulte. Moi, je connais pas rien de ça. Vous n'avez pas les punaises? OK, c'est pas grave. On va les présenter dans un autre cours. C'est pas pour ce cours-ci, mais je vais les présenter pour l'exemple du cycle de métamorphose incomplète ici. Donc ça, c'est les œufs.
l'adulte va pondre des œufs. Ensuite, des œufs vont émerger un petit bébé. Donc ça, c'est le stade 1, le premier stade de vie du bébé. Ensuite, les punaises, ça va assez vite quand ils sont dans des bonnes conditions, que c'est assez humide et qu'ils ont assez de nourriture. Dès le lendemain, ils vont muer. Donc ça, il va avoir le deuxième stade ici. Et ça, c'est une exuvie. Et là, jusqu'au troisième stade, quatrième, cinquième stade. Et la différence ici, c'est que, est-ce que vous voyez une chrysalide? Est-ce que vous voyez un cocon ou un stade qui a l'air de ne pas se nourrir ou qui est vraiment différent des autres? Non. Non, exactement. Donc, c'est ça ici. C'est pour ça qu'on parle de métamorphose incomplète. L'insecte, il va naître et tout ce qu'il va faire, c'est muer, puis tout le temps avoir la même forme jusqu'à ce qu'il atteigne le stade adulte. Donc, il n'y aura pas de chrysalide, il n'y aura pas de nymphe. L'insecte va toujours avoir un peu la même apparence. L'insecte, dès qu'il va naître, il va ressembler déjà un petit peu à l'adulte, contrairement à la chenille qui ne ressemble pas du tout au papillon. Et il va passer par plusieurs mues pour finalement devenir mature sexuellement, avoir des ailes et pouvoir se reproduire, ce que les bébés ne peuvent pas faire. Maintenant, on est rendu aux différents ordres. Donc, on va présenter, aujourd'hui, j'avais dit les arachnidés, donc les araignées. Ensuite, on va présenter... Oui? Parce que je connais toutes ces sortes d'animaux. Oh, il y en a même qui sont vraiment dangereux. Oui, c'est sûr, il y en a qui sont dangereux, mais tantôt dans les araignées, je vais vous expliquer que finalement, oui, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont peur des araignées, mais il y a une minime quantité d'araignées qui sont vraiment dangereuses pour les humains. Donc, après les araignées, je vais présenter les archéomyates et les éphémères. Ça va être tout pour ce premier cours. Donc, ici, les araignées, donc, ce n'est pas des insectes. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer par eux, parce qu'ils sont un petit peu à part. Donc, on va commencer par eux, puis après, on va embarquer avec les insectes. Donc, les arachnides, dans les arachnidés, il va y avoir les araignées, les scorpions, les opilions, les acariens et les pseudoscorpions. Donc, ça ici, c'est une araignée. Ici, c'est le scorpion. Ici, c'est l'opilion. Donc, on va les appeler aussi les faucheux. Souvent, les gens vont les confondre avec des araignées, mais la petite différence avec eux, c'est que leur tête, leur céphalothorax et leur abdomen vont être fusionnés. Habituellement, les araignées, les insectes, dans le fond, on parlait qu'il y avait une tête, un thorax et un abdomen. Les araignées, elles, ce qu'elles ont, c'est que leur tête est fusionnée avec leur thorax. Et là, ça fait juste un segment, puis l'abdomen est intact, donc ça fait 2 segments à la place de 3 chez les insectes. Et les opilions, ici, leur tête, leur céphalothorax et leur abdomen vont être fusionnés ensemble. Donc, lui, à la place d'être 2 segments, on dirait que c'est juste une petite boule. Et la différence aussi, c'est que les araignées vont avoir en fait, ils ne vont pas avoir de segmentation. L'abdomen ne va pas être séparé en différentes parties, ça va juste avoir une apparence lisse. Alors que les opilions, on va voir plusieurs petites lignes ici. Donc, l'abdomen n'est pas, il va être segmenté. Sinon, ici, les acariens, il y a les métélétiques qui font partie des acariens. Et le pseudoscorpion, c'est comme un mélange d'araignée et de scorpion. Là, on ne le voit pas sur la photo, mais les pseudoscorpions, en réalité, là, c'est tout petit, c'est quelques millimètres. Mais là, dans le cours, on va seulement voir les araignées. Donc, je passe à la prochaine diapo. Ici, les arachnides, je vais parler de manière générale des araignées. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'espèces d'araignées. Il y a 49 712 espèces d'araignées dans le monde. Et ça, c'est en sous-estimant. Parce que dans le fond, quand on va trouver une araignée, il faut qu'elle ait un nom pour qu'on puisse dire qu'on l'a trouvée. Si on trouve une araignée qui n'a pas encore été décrite, c'est comme si elle n'existait pas parce qu'on ne peut pas dire qu'on l'a trouvée ou qu'on l'a observée. Donc, 49 712, c'est beaucoup plus bas que ce qu'il y a réellement d'araignées partout à travers le monde. Au Québec, par contre, on en a seulement 677. Donc, les caractéristiques pour reconnaître les araignées, c'est qu'elles ont toutes 8 yeux. Ça va, les filles? Oui, c'est bon. Si vous avez le droit de parler, c'est juste que je me demandais si vous aviez quelque chose, une question ou s'il y avait quelque chose de pas clair. Et je vais continuer. Les araignées vont avoir plusieurs caractéristiques pour les reconnaître. Donc, ils vont avoir 8 yeux. Bon, là, ça va dépendre des espèces. Les araignées ne vont pas toutes avoir les yeux positionnés au même endroit sur le visage. Des fois, ça va être des rangées de 4 yeux comme ça. Des fois, ils vont être plus comme ça, un peu derrière la tête. Ça va vraiment varier. On va les voir dans les prochaines familles que je vais présenter. Ensuite, elles ont toutes des chélicères. Donc, est-ce que vous savez c'est quoi des chélicères? Les chélicères, c'est ce que les araignées vont utiliser pour injecter leur venin.
quand ils vont consommer leur proie. Donc, c'est ça ici, je vous les pointe là. Vous voyez les petits renflements ici? On Oui. voit où il y a des petits pics là. C'est ça, les chélicères. Donc, c'est un peu comme leurs grosses dents. On va dire ça comme ça. Comme les mandibules sur les insectes? C'est Oui, tout comme au bout des mandibules ou c'est vraiment d'autres organes à part? c'est d'autres organes. C'est des organes différents qui n'ont pas, les araignées et les insectes n'ont pas vraiment évolué de la même manière. Donc, on ne peut pas appeler ça des mandibules. C'est vraiment des chélicères, c'est des structures à part, mais c'est un peu l'équivalent. OK. Ouais. Donc, ensuite, il va y avoir des pédipalpes. Les pédipalpes, c'est drôle parce que des fois, quand les araignées ont des pattes vraiment plus courtes et plus rapprochées du corps et qu'ils ont des vraiment longs pédipalpes, il y a des gens qui vont avoir l'impression, ils vont compter le nombre de pattes puis ils vont dire ah, on dirait que l'araignée a 10 pattes. Mais c'est pas vrai. Les araignées ont tout le temps 8 pattes, sauf que les pédipalpes, on dirait des mini paires de pattes. C'est un peu comme l'équivalent des antennes chez les insectes. À la place d'être ici, ils vont être ici, à côté des chélicères. Ça va être des petits membres comme ça qui vont tâter, qui vont palper un peu partout autour pour détecter les vibrations ou mieux manipuler leur proie. Donc, c'est un peu des organes multifonctions. Ils vont avoir plusieurs différentes utilités. Sinon, ils vont avoir deux tags. Donc, ça, c'est ce que j'ai déjà expliqué tantôt. Je vais juste le résumer ici. On voit la tête et le thorax qui sont fusionnés. Le thorax, c'est là où les pattes vont être accrochées. Donc, ici, on peut voir que toutes les pattes de l'araignée sont accrochées ici. Donc, on ne peut pas vraiment faire la distinction entre la tête et le thorax puisque les yeux sont aussi là où les pattes sont accrochées. C'est pour ça qu'on appelle ça le céphalothorax. Et la grosse boule, qui est souvent la plus grosse partie des araignées, c'est l'abdomen. Sinon, les araignées sont réparties un peu partout à travers le monde. Le seul endroit où on ne va pas les trouver, c'est dans les océans. Il n'y a aucune araignée qui va être marine, mais on en trouve même en Arctique. Donc, les araignées, à cause du réchauffement climatique, il y a beaucoup de glaciers qui ont fondu, ça s'est réchauffé et quelques degrés peuvent faire une énorme différence pour certaines espèces. Donc, il y a des araignées qui se trouvent dans ces régions-là. Il y a des araignées qui sont indigènes, donc qui sont originaires des régions froides comme ça au pôle, qui avant avaient juste une génération par année et maintenant, à cause du réchauffement climatique, sont capables de faire 2 générations par année. Sinon, la majorité des araignées vont mesurer entre 2 et 10 mm, donc elles vont être assez petites, mais on en a au Québec comme Dolomedes tenebrosus, qui est une lycosidée, donc je vais présenter cette famille-là tantôt. C'est une araignée dont la femelle, parce que les femelles sont un peu plus grosses que les mâles, donc les femelles peuvent atteindre jusqu'à 26 mm, et ça, c'est juste la longueur du corps. Donc, on peut se dire, 2,6 cm, c'est pas si gros que ça, mais c'est juste le corps. Donc, les pattes sont souvent beaucoup plus longues que le corps. Donc, souvent, les gens, quand ils tombent sur ces araignées-là, sont vraiment impressionnés parce qu'on n'est pas habitué de voir des araignées aussi grosses que ça au Québec. Sinon, toutes les araignées, bien ça, vous le savez déjà, mais c'est des prédateurs. Donc, les araignées vont tous consommer d'autres insectes. Ils sont assez généralistes. Ils vont manger les insectes qu'ils vont attraper soit avec leurs pattes, soit dans leur toile. Et sinon, parlant de toile, toutes les araignées sont capables de produire de la soie, mais ce n'est pas toutes les araignées qui vont produire les toiles orbiculaires comme on connaît. Donc, les toiles orbiculaires, c'est celles qui font comme ça ici, qui sont rondes puis qui ont plein de petites séparations, de divisions comme ça. Donc, ça, il y a seulement 4 familles d'araignées sur les 27 familles d'araignées qu'on a au Québec qui font ce type de toile-là. Donc là, je vais commencer à présenter différentes familles d'araignées. Donc, les Agelenidae, première famille que je vais présenter, c'est les araignées qui vont faire des toiles en tunnel. Donc, puisque j'ai dit qu'il y avait juste 4 familles qui font des toiles orbiculaires, toutes les autres familles, elles font quoi? Ben, c'est ça, il y a différents types de toiles. Toutes les araignées vont faire de la soie, mais ce n'est pas toutes les araignées qui vont faire des toiles. Donc, ici, ce sont les tégénaires. Donc, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà trouvé une araignée ou des araignées dans votre bain? Moi, j'en ai déjà. Jamais? Oui, oui. Oui. La maman dit oui. Lily, toi, t'en as déjà trouvé dans ton bain? J'ai une question. Parce que l'histoire des étoiles, ça veut dire quoi? Des toiles? Oui. Des toiles, c'est ça ici. Tu vois là, tous les petits fils blancs, là, ça, c'est ce qui sort. Ça, c'est toute l'araignée qui a fait ça. Parce que les étoiles, ça veut dire que les sortes d'araignées vont faire à la maison. Ah oui, ben c'est ça. Les toiles peuvent avoir diverses fonctions. Les toiles, ça peut être pour capturer des proies.
Ça peut être pour enrober la masse d'œufs pour protéger les œufs. Ça peut être des toiles pour la reproduction. Ça peut être des toiles pour faire un tapis pour se déplacer dans la végétation. Ça peut être des toiles pour se disperser. Donc, les toiles vont avoir plein de fonctions différentes, puis c'est pas juste pour capturer des proies que les araignées, que les araignées vont les utiliser. OK, je le comprends. Yeah, c'est bon. Donc, ce que je disais, les tégénaires, oui. Donc, c'est souvent les araignées qu'on trouve dans nos bains. C'est que souvent, les araignées, ils vont se déplacer sur les murs, un peu au plafond, là. Ici, quand le mur, il vient perpendiculaire comme ça, là, ben, l'araignée, elle va faire souvent son petit cocon ici, sa toile là. Mais des fois, dans la salle de bain, elle va tomber, puis sur le bain, les parois sont tellement lisses qu'ils ne sont pas capables de remonter. Donc là, elles sont prises là-haut dans le lavabo, puis là, on arrive, puis on fait Ah, une araignée. Ben, c'est souvent cette famille-là d'araignées qui va se retrouver là. Donc, il y a environ 1342 espèces dans cette famille-là. Ce n'est pas 1342 espèces au Québec. Au Québec, c'est juste 677 espèces qu'on a. Ensuite, c'est des araignées qui sont quand même assez grandes parce qu'ils vont mesurer avec 10 mm de corps et environ 12 à 18 mm de pattes. Donc, tantôt, j'avais dit que les araignées mesuraient surtout environ entre 2 et, c'était ça, 2 et 10 mm, donc sont vraiment assez petites. Là, elles sont quand même grandes parce que les pattes sont aussi plus longues que le corps. Sinon, elles vont se faire des toiles en tapis, donc ils ne vont pas faire comme les araignées qu'on connaît qui vont rester sur leur toile au milieu. Celles-là, ils vont se faire des super grands tapis qui vont couvrir la végétation. Ça peut être soit au sol, dans un arbuste ou dans des haies. Ils vont se faire des tapis comme ça. Et au bout du tapis, ils vont se faire un petit tunnel qui ressemble un peu à un entonnoir. On dit un entonnoir parce que le tapis, il fait ça, puis après, il vient tout petit, tout petit. Puis là, dans le petit tunnel, c'est là que l'araignée, elle va se cacher. Donc, l'araignée, souvent, les tégénaires, ils vont rester dans leur petit tunnel. Ils vont mettre leurs pattes comme ça. Là, je les mets haut pour que vous le voyez, mais ils vont les mettre plus basses. Ils vont les mettre un peu en avant. Puis, ils vont juste attendre que les proies tombent sur leur toile. Et dès qu'un insecte volant, par exemple, va tomber ou foncer dans la toile, ça va faire une petite vibration. Puis, c'est ça que l'araignée va sentir. Et tout de suite, elle va sprinter vers la proie. Puis, elle va justement la mordre avec ses chélicères, puis la ramener dans son tunnel, là où elle va pouvoir injecter son venin. Dans son venin, ce qu'elle a, c'est des petites molécules, des enzymes qui vont liquéfier un peu l'intérieur de la proie. Donc, ça va prédigérer la proie. Nous, on en a des enzymes dans notre salive pour prédigérer un petit peu, pas prédigérer, mais défaire un petit peu les molécules de notre nourriture avant qu'on l'avale et que la grosse digestion se fasse dans notre estomac. Mais l'araignée, elle ne va pas faire ça. Elle, toutes ces enzymes vont être concentrées dans son venin, dans ce qu'elle va injecter dans la proie. Et c'est ça qui va prédigérer la proie à l'intérieur d'elle-même. Donc, ça va vraiment faire un petit cocktail et après, tout ce qu'elle va avoir à faire, c'est aspirer sa proie qu'elle va avoir liquéfiée. Puis tout ce qui va rester, c'est l'exosquelette, donc le squelette externe de l'insecte, qui va être vide. Donc, tantôt, quand je parlais des vibrations qu'elle va sentir, les araignées, même si on vide les yeux, ils n'ont pas une si bonne vision que ça. Puis il y a plusieurs araignées qui ne vont même pas être capables de détecter les changements, les variations d'éclairage. Donc, ils vont vraiment se fier à leur autre sens, comme celui du toucher pour sentir les vibrations autour d'elles pour capturer leur proie. Ici, les aranéidés, donc ça, c'est une des 4 familles qui vont faire des toiles orbiculaires. Donc, les aranéidés ici, la plus connue, la plus commune aussi, c'est l'hyperdiadème. Donc, c'est celle ici que j'encercle avec mon curseur. Vous en avez peut-être déjà vu. Donc, moi, quand j'étais plus jeune, ma mère, elle avait une roulotte en Gaspésie et avant d'aller se coucher, à chaque soir, je prenais ma lampe frontale quand il faisait noir, puis je faisais le tour de la roulotte, puis je comptais toutes les hyperdiadèmes, donc toutes les araignées comme ça qu'il y avait autour de la roulotte. Donc, ils sont vraiment communes. Il y en avait vraiment partout. Puis si vous avez des araignées qui font des toiles orbiculaires dans vos coins de toit, de balcon, de perron, n'importe où, de terrasse, c'est sûrement cette araignée-là. Ils sont très communes en ville aussi. Sinon, c'est une famille qui a 3000 espèces, donc c'est une des plus grandes familles dans les araignées. Et sinon, les toiles orbiculaires, on en a déjà un petit peu parlé, mais souvent, l'araignée, elle va simplement rester soit au centre de sa toile ou elle va se cacher un petit peu plus loin, puis elle va attendre qu'un insecte volant fonce dans sa toile pour se diriger vraiment vite sur sa proie, l'attraper et l'enrouler tout de suite dans sa proie, puis là, libre à elle de la manger tout de suite ou d'attendre plus tard si elle a plus faim.
Il existe aussi plusieurs variations de la toile orbiculaire. On est vraiment habitué à celle-là. Mais il y a aussi une autre araignée qui s'appelle l'argiope. On en a 2 espèces comme ça au Québec. C'est des araignées qui sont assez grosses. Mais ce qui est drôle, c'est que la femelle, ça c'est celle-là qui est ici, mais le mâle, il est tout petit. La femelle, elle peut mesurer jusqu'à, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais la femelle peut, je pense que c'est environ 26 mm. Donc, elle peut être vraiment grande. C'est peut-être un peu moins que ça. Puis le mâle, qui est tout petit, environ 4 mm. Donc, c'est vraiment drôle de voir la différence entre le mâle et la femelle d'une même espèce. Si on ne le sait pas, on pourrait même les confondre puis penser que c'est 2 espèces différentes. Ici, c'est les araignées-loups, donc les lycosidés. Il y a 2300 espèces dans cette famille-là, donc il y en a encore une fois vraiment beaucoup. Puis, on va les reconnaître par la disposition des yeux. Donc, c'est ça que je disais tantôt, que la position des yeux sur la tête de l'araignée va dépendre en fonction des familles, des espèces. Donc, ça ici, les lycosidés, on peut voir qu'ils vont avoir 2 rangées de gros yeux ici. Et juste en dessous, ils vont avoir la rangée de 4 petits yeux comme ça ici. Donc, ça, c'est comme ça un des critères qui nous permet de reconnaître les araignées-loups. Ensuite, c'est les araignées qui vont chasser, qui vont justement pas faire de toile. Ils vont chasser, ils vont faire de la chasse active. Donc, ils vont se cacher. Puis quand ils vont trouver une proie, ils vont y courir après, puis ils vont l'attraper. Puis un autre critère qui nous permet d'identifier ces araignées-là, c'est qu'ils vont garder des petits cocons, comme ça ici, avec les bébés, et qui vont les transporter sur leur dos pour les protéger. Donc, ça va dépendre des espèces. Des fois, c'est la femelle, des fois, c'est le mâle, puis des fois, c'est les deux qui donnent des soins parentaux et qui s'occupent des bébés. Les bébés. Ensuite, ici, c'est les tomisidés. Donc, les tomisidés, c'est les araignées crabes. Ça, est-ce que vous en avez déjà vu? Non? C'est des petites araignées qui sont soit blanches, roses, vertes ou jaunes. Puis, ils vont se cacher. Ils vont chasser en embuscade. Ils vont se cacher dans les fleurs. Dans le fond, ici, on peut voir qu'il y en a une petite araignée crabe qui est blanche, qui va se cacher sur une fleur blanche. Donc, ils sont quand même intelligentes. Ils vont vraiment se camoufler dans leur environnement pour passer inaperçus. Et ensuite, quand il y a un insecte qui va arriver, ils vont simplement les attraper avec leurs pattes avant. Donc, ils n'ont vraiment pas besoin de faire... Oui? OK. Ils n'ont pas besoin de faire d'étoiles parce que dès qu'il y a un insecte qui passe à 0,5 ou 1 cm de leur visage, je vais juste finir ma phrase, ils vont être capables de les attraper. Donc, 0,5 à 1 cm. Oui. Billig? Moi, j'en ai déjà vu ces sortes d'araignées et moi, j'en ai même des livres. Oui. De ces sortes d'araignées. Tu as déjà un livre sur cette famille d'araignées? Oui. Et moi, je pense que moi, j'en ai vu un. Tu en as vu une en plus. Ah, c'est bien. Ils sont pas toujours faciles à voir parce que justement, ils vont se camoufler dans leur environnement. Donc, ça, je l'ai dit, la chasse active, non des araignées. Ah oui. Puis ce qui est drôle avec ces araignées, c'est que leur nom vient du fait qu'ils vont se déplacer de gauche à droite comme ça, un peu comme les crabes. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les araignées crabes. Ensuite, dernière famille d'araignées, c'est les araignées sauteuses. Donc, ça, c'est mes petites préférées. Donc, elles sont vraiment, vraiment mignonnes. Elles sont faciles à reconnaître parce qu'ils vont sauter. Dès qu'on va les approcher, dès qu'ils vont voir notre ombre, elle va sauter puis on ne la verra plus. Donc, c'est une vraiment grande famille d'araignées aussi. Il y a environ 5000 espèces. Sinon, on va les reconnaître par leur forme un peu carrée, comme vous pouvez voir ici. Là. Habituellement, les araignées sont un peu plus arrondies, mais là, elle est vraiment carrée. Puis, ils vont avoir des petites pattes courtes, assez rapprochées du corps. Puis, c'est des pattes qui vont être robustes aussi parce que, justement, c'est des araignées sauteuses. Ils vont avoir des grosses pattes avec des muscles pour pouvoir se propulser assez loin. Sinon, ici, leur grande caractéristique, c'est leurs 2 grands yeux, comme ça, ici, au milieu. Donc, c'est vraiment facile de les reconnaître. Pattes courtes, grosses, carrées, puis les 2 gros yeux, comme ça, ici. Puis, ce que je trouve vraiment mignon, là, c'est on dirait des petits cils ici, comme les cils qu'on met sur les autos, sur les coccinelles. Je pense que ça me fait penser à ça à cause de leurs 2 grands yeux ici. Puis, sinon, sont capables de distinguer les formes jusqu'à une distance de 10 cm. Donc, justement, tantôt, je disais que les araignées n'avaient pas une si bonne vision que ça. Bien, les araignées sauteuses, c'est celles qui ont ils ont une meilleure vision que les autres araignées, justement parce qu'ils ont des yeux plus grands. Donc, c'est ceux-là que je disais tantôt sont capables de distinguer les formes jusqu'à une distance de 10 cm.
quand même. Quand l'araignée est grosse comme ça, 10 centimètres, ça peut paraître petit pour nous, mais pour elle, c'est plusieurs fois sa taille. Sinon, cette araignée-là, elle ne va pas faire de toile, encore une fois. Donc, c'est des araignées qui vont faire de la chasse active. Moi, je compare vraiment leur chasse à celle des félins. Donc, les félins, ils vont courir, 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 ils vont sprinter. Bien, en fait, j'ai passé une étape. Les félins, ils vont se cacher, ils vont rester immobiles. Et quand ils vont trouver une proie qui va être assez proche d'eux, ils vont commencer à sprinter et courir vraiment vite. Et quand ils vont juger que la proie est arrivée à une distance à laquelle ils peuvent l'attraper avec un seul saut, ils vont sauter puis ils vont l'attraper. C'est exactement la même technique que les araignées sauteuses utilisent. Ils vont rester immobiles, se cacher et là, hop, ils vont sprinter, donner un dernier saut et là, ils vont attraper leur proie. Donc, ils peuvent sauter jusqu'à une distance de 16 cm, ce qui est assez impressionnant pour des araignées. Ici, pour terminer avec les araignées, je l'ai déjà dit tantôt, où on peut les trouver, c'est partout, un peu partout, sauf pas le milieu marin, mais il y en a en Arctique. Le cycle de vie, métamorphose incomplète. Donc, ça, est-ce que vous vous rappelez tantôt quand j'ai présenté les types de métamorphose? Donc, il va y avoir métamorphose complète. Eux, ça va être incomplète. Donc, dès que les bébés araignées vont naître, ils vont déjà ressembler à l'adulte. Et tout ce qu'ils vont faire, c'est parcourir une série de mues pour grossir, 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 pour graduellement atteindre le stade adulte. Là, il va y avoir des petites exceptions. Il y a certaines araignées, ça va dépendre des espèces, qui vont muer indéfiniment, comme les mygales. Les mygales, elles peuvent vivre, les plus grosses mygales, on n'en a pas au Québec, mais peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Ils peuvent vivre vraiment longtemps, puis elles, ils vont grossir, 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 et eux, ils n'ont comme pas de nombre fixe de mues. Ils peuvent muer plusieurs fois, donc ils peuvent devenir super grosses. Alors qu'il y a plusieurs araignées, par exemple, qu'on a ici, qui vont avoir un nombre fixe de mues, comme par exemple 15 mues. Puis là, ils vont muer leurs 15 mues, puis peu importe la taille qu'ils vont avoir après leur 15e mue, ça va être leur taille définitive, donc leur taille d'adulte qu'ils vont garder pour tout le reste de leur vie. Et finalement, le rôle des araignées, j'ai pas arrêté d'en parler, c'est des prédatrices, donc elles, ils vont consommer les autres insectes, donc c'est des contrôles de population d'insectes. Et aussi, leur biodiversité va indiquer la richesse, donc le nombre d'insectes ou le nombre d'espèces, je veux dire, dans les écosystèmes. On a quasiment fini. Il reste 2 heures là. Je vois que vous êtes peut-être un petit peu fatigués, mais on a bientôt fini. Donc, c'est ça. Il reste 15 minutes, puis après, le cours est fini. Les archéognates, ou nouvellement appelés les microcoryphias. Donc, ça, c'est un ordre d'insectes qui est assez primitif. Donc, on va commencer par eux justement parce qu'ils sont primitifs. Ils ne sont pas très évolués, ils ne sont pas très développés. Donc, on peut le voir par leur apparence. En fait, même là, il y a seulement 350 espèces connues dans le monde. Puis, il y en a seulement 7 au Québec qui font toutes partie des machilidés. Donc, eux, ils vont avoir une paire de longs filaments au bout de l'abdomen, je les ai encerclés ici, plus un qui va être central, qui provient de l'appareil génital. Sinon, est-ce que vous voyez des ailes sur les spécimens ici? C'est comme des épices, non? Non. Ça ressemble, les petits anours, il y a les archéognates et les poissons d'argent. Donc, les autres, c'est comme les deux qui n'ont pas d'ailes. Okay. Donc, ici, ben là, c'est déjà écrit, aptères, ils n'ont pas d'ailes. Puis même les adultes, ça, c'est un adulte. Sur les 2 photos, c'est des adultes, ils n'ont pas d'ailes. Sinon, ils ont une minuscule tête recouverte presque entièrement par des yeux. Donc, on peut voir sur la photo ici, là, la petite tête, puis les yeux qui prennent presque la totalité de l'espace de la tête. Et sinon, le corps est recouvert d'écailles microscopiques qui réfléchissent la lumière. Ensuite, ces insectes-là, ils ont la capacité de sauter de plusieurs centimètres de hauteur pour éviter les prédateurs et pour ne pas se faire capturer. Sinon, ils vont surtout être actifs de nuit. Ils vont éviter la lumière et la chaleur. C'est pour ça qu'on va les trouver surtout au sol, dans le bois, sur les roches. Et puis, c'est là qu'ils vont se nourrir de mousse, de lichen et de petits débris comme ça. Sinon, ces insectes-là, ils ne vont pas s'accoupler. En fait, c'est que le mâle, il va déposer quelques gouttes de sperme en quelque part. Et là, la femelle va venir les ramasser par elle-même. Il n'y aura pas d'accouplement. Et sinon, ici, où on va les trouver, c'est ça que j'ai déjà dit, ils aiment les milieux humides, donc sur de l'écorce, des pierres, des touffes de mousse. Et sinon, le cycle de vie, c'est amétabole. Donc, tantôt, quand j'ai dit que c'était des insectes primitifs,
ça s'exprime aussi à travers leur métamorphose. C'est ça, ils n'ont pas de métamorphose. Donc, ils vont juste suivre une série de mues successives et les jeunes vont avoir la même apparence que les adultes. Il n'y aura pas vraiment de changement. Sinon, leur rôle, ça va être des décomposeurs. Ils vont consommer des algues, des lichens et des mousses. Donc ça, c'est les archéomniates. J'ai passé quand même assez vite sur cet ordre-là parce que c'est des insectes primitifs qu'on trouve rarement. C'est difficile de les trouver. Puis vous ne risquez pas vraiment de tomber sur ces insectes-là, à part si vous en avez dans votre sous-sol. Et ici, le dernier ordre pour le cours d'aujourd'hui, c'est les éphémères. Donc, est-ce que vous connaissez déjà les éphémères un peu? Oui, 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 il y en a beaucoup dans ma maison. Moi, j'en ai même vu des éphémères capturés par des araignées. Ah oui, ça se peut, ça se peut. Les araignées, ils mangent un peu de tout, incluant les éphémères. Donc, les éphémères, il y en a environ 2000 espèces dans le monde et 335 au Canada. On ne sait pas exactement il y en a combien au Québec. C'est justement pour ça qu'on a parti le projet de Cap sur les insectes. C'est pour être capable de faire des recensements d'espèces pour la région, la province du Québec. Sinon, on peut les reconnaître par leurs ailes qui sont très nervurées et on peut voir ici que ça, c'est la paire d'ailes antérieure qui est de taille normale, qui est assez grande. Et ici, ce que j'ai encerclé, c'est les ailes postérieures. Habituellement, les ailes antérieures et postérieures vont être de la même taille, sauf que là, il y a vraiment une grosse différence. Donc, les ailes postérieures, celles en arrière, ils vont être réduites ou même inexistantes. Ils ne seront pas là. Ça va vraiment dépendre des espèces. Ici, bon, les spécimens, les éphémères vont avoir des colorations pâles. Ils peuvent être un petit peu gris-bleu, un peu jaune, orange, mais ça va tourner autour des beiges, bruns et gris. Ça va être des insectes qui vont être très pâles. Sinon, ils vont avoir 2 à 3 filaments au bout de l'abdomen, comme ça ici. Je fais un zoom sur les filaments. Donc, cette espèce-là ici, elle en a 3. Mais ça peut être 2, ça va vraiment dépendre des espèces. Ensuite, ils vont avoir des pièces buccales atrophiées. Atrophiée, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles vont être rapetissées, plus petites. Ils vont pas être c'est comme s'ils n'étaient pas développés complètement. Donc, ça, puisque les éphémères vont avoir des pièces buccales atrophiées, c'est l'impact que ça va avoir sur eux, c'est qu'ils ne seront pas capables de se nourrir. Il y a plusieurs espèces qui ne vont même pas se nourrir à l'âge adulte et c'est pour ça qu'ils ne vont pas vivre longtemps. Donc, cet ordre d'insectes-là s'appelle Ephemeroptera, pour en français éphémère. Puis éphémère, ça veut aussi dire qu'ils ne durent pas très longtemps. Donc, les éphémères, ils vont mourir juste après l'accouplement. Le mâle va mourir juste après l'accouplement et la femelle va mourir juste après la ponte. Ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de dépenser de l'énergie pour développer des pièces buccales super complexes parce qu'ils n'auront même pas le temps de se nourrir. Ça ne sert à rien. Ils vont vivre entre quelques jours à quelques heures seulement. Donc, quand vous voyez un éphémère, vous pouvez savoir que c'est pas mal sa seule journée de vie. Donc, vous êtes chanceuse de l'avoir trouvé ou chanceux. Sinon, le stade larvaire va être aquatique. Donc, il y a plusieurs insectes, comme les maringouins, qui vont avoir un stade larvaire, comme si le bébé, c'est comme si la chenille, le même stade que la chenille des papillons, va être aquatique. Donc, ces insectes-là, ils vont vivre dans l'eau, en dessous des roches, dans le substrat, vraiment en bordure des cours d'eau. Et ils vont avoir des branchies, comme ça ici, un peu comme les poissons. Donc, les larves vont avoir des branchies, mais l'adulte n'a pas de branchies parce que lui, il va vivre sur la terre ferme. Donc, lui, il n'en a pas besoin. Quand il va faire sa métamorphose, il va perdre ses branchies et là, il va respirer comme un insecte normal. Ensuite, Ils ont des poumons aussi? non, c'est ça, j'étais pas sûre si je devais en parler parce que là, je regarde le temps, mais c'est le dernier ordre, donc on a le temps. Donc, les insectes n'ont pas de poumons comme nous. Eux, ils vont respirer par un système qu'on appelle des trachées. Donc, c'est plein de petits tuyaux. Les insectes, je pense que je vais retourner dans les autres photos au début pour vous montrer un zoom sur un insecte. Ça ne sera pas long. Ça prend un petit peu de temps à la fois, mais on va se rendre. OK. Ouais, je vais le montrer sur l'autre fil. Voilà. Moi, on est un petit peu fatigué. Tu es un peu fatigué? Le cours est fini dans 5 minutes. Est-ce que tu es correct qu'on attende encore 5 minutes? Ici. C'est correct, Guilib?
Billig? Oui. OK. Donc, ici, c'est les petits trous. Vous voyez les petits trous noirs ici, là? Ça s'appelle des stigmates. Donc, ça, c'est des trous qui vont recouvrir le corps des insectes. Évidemment, nous, on ne les voit pas parce que c'est vraiment petit. Mais ces trous-là, c'est un peu comme l'équivalent de nos narines. C'est c'est des trous qui vont leur permettre de respirer. C'est par là que l'air va rentrer dans l'insecte. Puis là, à l'intérieur de l'insecte, il va y avoir plein de petits tuyaux qui vont faire passer, circuler l'air un peu partout. C'est comme un gros réseau de tuyauterie, sauf que c'est pas de l'eau comme qui va circuler, du sang comme nos veines, ça va juste être l'air. Puis l'air va passer dans les trachées qu'on appelle, donc il rentre par le trou, le stigmate. Il va circuler dans les trachées. Puis après, des trachées, il va passer dans des encore plus petits tuyaux qui s'appellent les trachéoles. Et là, après, dans les trachéoles, ils vont passer par diffusion dans tous les organes de l'insecte, partout là où il y a besoin. Donc, nous, nos poumons, ça ne marche pas de la même manière. L'air va être concentré à 2 endroits, puis là, après, ça va circuler partout dans notre corps. Mais eux, c'est vraiment les tuyaux qui sont partout dans le corps. Donc, on va continuer ici. Il ne reste pas longtemps, mais on était rendu quasiment à la fin. Donc, ce ne sera pas long. Les éphémères. Oh non! OK. Là, on était rendu ici. C'est la dernière diapo, comme vous avez pu le voir. Donc, où va-t-on trouver les éphémères? Donc, c'est proche des cours d'eau. Puisque la larve va être aquatique, puis que les adultes vivent vraiment pas longtemps, on n'aura pas le choix de les trouver proches des cours d'eau parce que c'est là que la larve va vivre. Donc, la larve, elle peut vivre jusqu'à 3 ans dans l'eau. Ça va dépendre des espèces, c'est pas toujours aussi long, mais il y en a que ça va jusqu'à 3 ans dans l'eau. Après, sinon, les adultes, on va les trouver près des cours d'eau douce. Il n'y a pas d'espèces marines. Sinon, le cycle de vie, ça va être hémimétabole. Donc, un peu comme tantôt, comme les... non, en fait, il n'y en avait pas d'autres que j'avais présenté qui étaient hémimétaboles, mais c'était comme la punaise au début du cours. Donc, eux, les éphémères, ils vont naître, puis ils vont avoir un cycle de vie qui est incomplet. Ils n'auront pas de stade comme la nymphe ou comme la chrysalide. Ils vont toujours avoir un stade mobile. La larve aquatique est mobile et elle se nourrit. Et l'adulte, il est mobile, puis il n'y a pas de stade entre les deux. Ça passe de la larve à l'adulte. Il y a une petite différence, par contre, avec les éphémères, c'est qu'il y a le subimago. Donc, le subimago, c'est comme un pré-adulte. Donc, c'est un peu comme un adolescent. Mais ce stade-là, il va durer à peine 20 heures. Donc, c'est vraiment un trait primitif que les éphémères ont traîné de l'évolution puis qui n'ont pas évolué différemment. Ils ont juste gardé ce trait-là, mais tous les autres insectes n'ont pas de subimago. Ils vont tout de suite passer à l'adulte. Donc là, ici, c'est 12 à 20 mues avant d'être subimago. Après 20 heures plus tard, c'est la dernière mue qu'on appelle la mue imaginale. Donc, c'est la mue pour atteindre le stade adulte et c'est la dernière pour les insectes. Sinon, l'accouplement, il va avoir lieu en plein vol. Et comme j'avais dit tantôt, le mâle va mourir juste après parce que c'est ça le rôle des adultes, c'est l'accouplement. Le rôle des larves, c'est de se nourrir, de consommer. Et le rôle des adultes, c'est de se reproduire. Donc, une fois que l'accouplement est fini, les mâles chez les insectes vont mourir peu de temps après. Puis les éphémères, vu qu'ils vivent encore moins longtemps, il va mourir juste après l'accouplement. Toute son énergie, il l'a dépensée là-dedans. Puis là, son rôle a été accompli. Il peut mourir en paix. Donc là, le rôle ensuite des éphémères. Donc, ça va être pour l'alimentation des poissons et des autres arthropodes, surtout, là, ça va être des proies. Sinon, l'indicateur, ça va être les... Mon Dieu, pardon, moi aussi, je suis un peu fatiguée. Les larves vont être indicateurs de santé des cours d'eau parce que c'est des insectes qui vont être vraiment sensibles à la pollution. Donc, dès qu'on va voir un déclin, c'est là qu'on va voir que le milieu commence à être perturbé par des polluants ou des pesticides qui vont être déversés dans le cours d'eau. Donc, il y a plein de molécules comme ça qui sont nocives pour les insectes et pour tous les autres animaux qui vivent dans le milieu. Et finalement, les larves d'insectes sont souvent utilisées comme modèle d'appât de pêche, comme les mouches. Donc, vous savez, quand on dit qu'on va à la pêche à la mouche, c'est que les pêcheurs, ils vont mettre un appât, justement, il y a un hameçon, puis autour, ils vont mettre des petites plumes, des poils, ils peuvent faire des appâts avec plein d'affaires, c'est du bricolage. Et souvent, ils vont imiter les larves d'insectes parce que les poissons se nourrissent des larves d'insectes. Donc, ils vont imiter parfois les larves d'éphémères pour faire leurs mouches. Donc, voilà, et 29. On a fini à temps pour le premier cours. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, que ce n'était pas trop long, puis que vous avez aimé ça.
Donc, c'est ce qui met fin au cours. Je vais arrêter le partage d'écran. Est-ce que vous avez des questions?